220 milliards d'euros. C'est le déficit budgétaire de la France attendu pour 2021. 75 à 80 milliards d'euros, soit 36%, c'est le montant d'impôts supplémentaires qui devrait entrer dans les caisses de l'État et qui pourtant disparaît dans la nature chaque année grâce aux outils de plus en plus sophistiqués mis à la disposition des contribuables fortunés qui aimeraient bien garder leur argent pour eux. Qu'on l'appelle évasion ou évitement, parfois fraude fiscale, nous nous sommes penchés sur les moyens utilisés par les allergiques à l'impôt. Leurs techniques sont-elles vraiment illégales? Quelles sont les conséquences de l'évasion fiscale? Comment les instances financières internationales pourraient-elles contrôler la situation et ramener tout le monde dans le droit chemin? On vous explique tout, mais juste avant. Et si vous voulez soutenir notre chaîne pour toujours plus d'actualités, d'analyses et de comparatifs, n'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre notre fil Telegram. Rendez-vous dans le descriptif pour le lien et bienvenue sur Money Radar. D'abord, qu'est-ce que l'évasion fiscale? Contrairement aux idées reçues, la pratique n'est pas toujours illégale. Il s'agit pour un contribuable d'exploiter les travers de la législation afin de minimiser, voire carrément de se soustraire au paiement de l'impôt dont il est normalement redevable. Elle est aussi différente de la fraude fiscale qui poursuit les mêmes objectifs mais qui, elle, est illégale. Et entre les deux, la frontière est mince, à peine l'épaisseur d'un mur de prison, comme le rappelle le journal The Economist. L'évasion fiscale concerne en théorie tous les types de contribuables, du particulier à la grosse multinationale, mais ce sont ces dernières qui ont transformé la pratique pour en faire un sport populaire. Si elle agace tant les ministres des Finances et les gouvernements, c'est que malgré le fait qu'elle ne soit pas strictement interdite par la loi, elle oblige les contribuables à faire appel à des techniques d'optimisation qui prouvent, en revanche, la volonté de se soustraire à l'impôt, c'est-à-dire à l'effort commun. Nous ne parlons pas des différents dispositifs fiscaux tels les lois Censi-Bouvard, Pinel ou COS en France par exemple, qui en contrepartie d'une réduction d'impôts demandent un effort d'épargne ou d'investissement contribuable. L'évasion fiscale ne date pas d'hier. En réalité, elle existe depuis l'invention des impôts, car le besoin de conserver ses biens près de soi plutôt que de les donner à l'État est un comportement plutôt instinctif et bien compréhensible. Dans la Grèce antique, il était courant de ne pas déclarer tout ce que l'on avait gagné. Ainsi, on évitait de participer au financement des guerres. À Rome, les percepteurs d'impôts qui sillonnaient les routes n'étaient pas très populaires. On cachait l'argent avant qu'il n'arrive et on déguisait les esclaves, considérés comme du patrimoine, pour les faire ressembler à des salariés romains. Pendant le Moyen-Âge, certains allaient jusqu'à se tondre les cheveux pour se faire passer pour des moines, car les membres du clergé étaient exonérés d'impôts. Durant les siècles suivants, la création du système bancaire, et avec lui du secret qui porte son nom, et le développement des échanges internationaux, vont favoriser la mise en place de systèmes de plus en plus complexes pour dissimuler revenus et richesses. De nos jours, la pratique est réservée à l'élite, forcément. Quand on cherche autant à diminuer son impôt, c'est qu'on en paye beaucoup, ou du moins, on devrait en payer beaucoup. Il y a même des sociétés et des cabinets d'avocats qui ont fait leur spécialité de l'optimisation fiscale, comme le très tristement célèbre Mossack Fonseca, révélé lors de l'affaire des Panama Papers, la plupart domiciliés dans des paradis fiscaux. Plus on est riche, plus on triche. Ce sont les chercheurs de l'université de Berkeley qui le disent, les chercheurs et les faits. L'enchaînement des scandales fiscaux et de révélations comme les SwissLeaks ou les LuxLeaks viennent confirmer l'avis des universitaires. Ils nous montrent qu'il existe quelques gros allergiques à l'impôt et qu'ils n'ont pas vraiment de limite. Alors comment font-ils? Le premier modèle d'optimisation fiscale est passé à la postérité auprès du grand public au gré des scandales financiers. Il est basé sur la création de sociétés offshore domiciliées dans des paradis fiscaux. Une expression que l'on entend souvent, mais qu'est-ce qui se cache exactement derrière elle et est-ce légal ou non? Tout d'abord, détenir une société offshore ne fait pas de vous un criminel. Rien d'illégal, il s'agit simplement d'une entreprise dont le siège est situé en dehors de votre pays de résidence, votre résidence fiscale. Cette société est normalement soumise à la législation du pays dans lequel elle se trouve. Elle doit se soumettre aux mêmes obligations fiscales que les autres contribuables, y compris si celles-ci sont plus intéressantes que dans le pays d'origine. Si vous vivez en France, rien ne vous interdit de diriger une société domiciliée en Espagne, en Irlande ou aux États-Unis. Mais il faut que son activité ait bien lieu sur place et c'est là que tout se complique. Nos multinationales et nos millionnaires disposent de filiales un peu partout dans le monde, dont certaines dans les fameux paradis fiscaux. Un paradis fiscal est un territoire ou un pays dont la fiscalité sur les revenus des particuliers et des entreprises est très accommodante, voire inexistante.
Selon le réseau international Justice Tax Network, ce sont par exemple les îles britanniques, comme le Royaume-Uni, les Caïmans et les Bermudes, mais aussi les Pays-Bas, Hong Kong, le Luxembourg, Singapour ou encore les Émirats arabes unis. Il est évident que les pays listés par l'Union européenne comme fiscalement non coopératifs en font également partie, comme la Dominique, les îles Fidji, la Turquie ou le Panama. En matière de fiscalité, chaque pays est souverain et mène sa politique fiscale comme il l'entend. Une fiscalité allégée stimule la création d'entreprises, mais elle attire également les entreprises étrangères qui aimeraient bien bénéficier de conditions aussi intéressantes. On reproche alors aux paradis fiscaux de créer une concurrence déloyale sur l'échiquier économique mondial. Et quelle concurrence! On parle de 1 000 milliards d'euros de pertes fiscales chaque année pour l'Europe et 75 à 80 milliards pour la France, soit l'équivalent du déficit du budget de l'État en 2019. Mais revenons à nos allergiques de l'impôt. Pour le moment, il n'y a toujours rien d'illégal à domicilier son entreprise dans un paradis fiscal, mais seulement à la condition impérative que cela fasse fonctionner l'économie locale, et c'est rarement le cas. Or, si on prend l'exemple des îles Caïmans, un petit territoire britannique de 259 km² situé dans les Caraïbes, 0 impôt et 62 000 habitants pour près de 100 000 sociétés en activité et plus de 2 milliards de dollars d'actifs. Cela laisse suspecter un certain nombre de ce que l'on appelle dans le jargon des doubles Irlandais. Cette technique repose sur l'utilisation de filiales judicieusement implantées dans des pays où la fiscalité est faible, comme par exemple en Irlande, afin que les filiales les plus taxées remontent une partie de leur flux financier vers les autres et échappent ainsi à l'impôt. Bon nombre de ces sociétés sont ce que l'on appelle des sociétés écrans, dans lesquelles des grands noms comme Fiat, Apple ou Pepsi, ou des capitaines du net font transiter de l'argent qui serait trop imposé dans leur pays d'origine, et ça, c'est illégal. On y trouve également un autre moyen plus discret d'échapper aux taxes qu'on appelle trust. Ce trust-là n'a rien à voir avec les regroupements géants d'entreprises que son nom évoque. C'est un petit bijou issu du droit anglo-saxon qui permet de faire disparaître un capital d'une assiette d'imposition en un simple claquement de doigts. En France, nous le connaissons sous le nom de fiducie. Schématiquement, une personne riche cède une partie de sa fortune à une autre personne afin que celle-ci la gère au profit d'une troisième personne, généralement une association caritative, avec pour objet de remettre l'argent à une quatrième personne au terme du contrat. Et ce n'est que cela, un contrat. Ce n'est pas une entité réelle, ni une société, ni une personne physique. Le trust désigne le regroupement de ces 4 personnes ou plus. Jusqu'ici, rien de bien répréhensible non plus, si ce n'est que l'usage des trusts a été détourné pour permettre aujourd'hui à un certain nombre de très grands privilégiés de transmettre un capital sans droit de succession et sans taxe. Lorsque le premier signataire verse l'argent au trust, celui-ci n'est plus comptabilisé dans son patrimoine et échappe à l'impôt. Et quand un trust est domicilié dans un paradis fiscal, ses revenus, comme son patrimoine, ne sont pas imposés. Domicilier une filiale offshore dans un paradis fiscal est devenu si commun qu'une telle opération, même sous couvert de société écran, attire immédiatement les soupçons des instances internationales. Aujourd'hui, et pour tenter de rester dans les limites de la légalité tout en limitant l'impôt, des multinationales comme Apple, Amazon ou encore FedEx préfèrent choisir une autre solution, la négociation de conditions fiscales avantageuses directement auprès des grands argentiers. On appelle cela le tax ruling. En échange d'un traitement fiscal préférentiel, les multinationales s'engagent à domicilier une partie de leurs activités, ou plutôt une partie de leur flux financier sur le territoire. Mais ça non plus, ça ne passe pas. Cette fois, ce ne sont pas les multinationales ou les riches bénéficiaires de ces largesses qui sont mises en cause, mais le pays concerné qui est accusé d'accorder arbitrairement des aides d'État illégales. C'est ce qui s'est passé lors des tristement célèbres LuxLeaks. En 2014, Le Monde apprend que le Luxembourg, un pays dont la fiscalité est déjà beaucoup plus séduisante que celle de ses voisins, a passé 548 accords fiscaux en faveur de 343 multinationales, des accords négociés entre autres par le célèbre cabinet PricewaterhouseCoopers et clairement mis en place dans le but de favoriser l'évitement de l'impôt. Le ruling fiscal, en français le rescrit, est une procédure qui permet à un contribuable de connaître à l'avance la façon dont il sera traité par les services fiscaux selon son cas particulier. Une demande détaillée est donc formulée, mais la réponse qui est formulée engage le trésor public. Cette pratique est légale dans de nombreux pays comme au Luxembourg, en Irlande, aux Pays-Bas et même en France. Mais les rescrits qui ont été accordés par le Luxembourg vont à l'encontre des règles de l'Union européenne en matière d'aide de l'État. Les autres membres de l'Union et ceux de l'OCDE ont reconnu là un vaste système incitatif destiné uniquement à favoriser une évasion fiscale agressive, diminuant drastiquement le montant des assiettes imposables dans les pays d'origine. Le cas emblématique de l'affaire est celui d'Amazon. Depuis 2006 et jusqu'en 2014, Amazon était présent en Europe via 2 structures, Amazon Europe et Amazon Europe Holding Technologies. Les 2 sont des filiales à 100% d'Amazon et les 2 sont des sociétés de droit luxembourgeois domiciliées au Luxembourg.
La société d'exploitation, celle qui emploie quelques centaines de salariés, gère les entrepôts et encaisse l'argent des ventes de détail réalisées dans toute l'Europe. C'est Amazon Europe. Cette société est normalement imposée sur ses bénéfices au même titre que toutes les autres entreprises luxembourgeoises. L'autre est une holding chargée d'assurer la liaison entre Amazon Europe et Amazon USA. Ce n'est pas une société commerciale, elle n'a ni salariés, ni bureau, ni activité et n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés. Il s'agit d'une société en commandite simple et dans ce cas, ce sont les associés qui sont directement imposés, autrement dit, ici, Amazon US. Mais la holding détient également des droits intellectuels, notamment la licence Amazon, autrement dit le droit d'utiliser le nom et la marque Amazon qu'elle loue à Amazon Europe. L'ennui, c'est que le montant du loyer est exorbitant. Dans notre cas, chaque année, Amazon Europe paie 70% de son chiffre d'affaires en droits d'exploitation à la holding. Ainsi, près des 3/4 du chiffre réalisé en Europe par Amazon échappe chaque année à l'impôt. Et cette répartition a été validée par les services fiscaux luxembourgeois au moyen de la procédure de rescrit qui valide au passage le transfert de fonds injustifiés d'une entité fiscalisée vers une entité non directement fiscalisée. De nombreuses entreprises se sont engouffrées dans ces brèches réglementaires, conseillées par des cabinets d'avocats spécialisés dans la planification fiscale. Et depuis, les scandales se sont multipliés. En février 2015, les médias révèlent au monde de la finance qu'entre 2006 et 2007, 180 milliards d'euros ont transité via la filiale suisse de la banque HSBC pour être placés dans des paradis fiscaux et pour le compte de 120 000 grandes fortunes, célébrités et sociétés médiatisées. Ce sont les Swiss Leaks. Avril 2016, les données du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, spécialisé sur les placements offshore, parviennent à la presse. Elles révèlent qu'entre 1977 et 2015, le cabinet a ouvert pas moins de 214 488 sociétés au Panama pour le compte de milliers de riches étrangers, de sportifs ou de chefs d'État. Ce sont les Panama Papers et pour la justice panaméenne et le parquet national financier français, il s'agit du plus grand système d'aide à la dissimulation de capitaux. Et la liste ne s'arrête pas là. 2018, Cum-Ex en Allemagne et 55 milliards extorqués au fisc de 10 pays européens. 2017, les Paradise Papers. 2016, retour dans le Grand-Duché avec les Open Leaks, puis les Bahamas Leaks en septembre. Mais les grandes firmes ne sont pas les seules à tricher. 10 ans plus tôt, aux USA, un seul homme, Walter Anderson, parvient à dissimuler la totalité de son patrimoine de près d'1 demi-milliard de dollars pendant une dizaine d'années. En échange, il gagnera 9 ans de prison. Et encore avant, le triangle des Bermudes de la finance internationale, l'affaire Clearstream, une chambre de compensation privée au fonctionnement totalement opaque, appartenant à une centaine de banques et qui brassait en l'an 2000 plus de 50 milliards de dollars pour le compte de 16 000 clients fortunés et fortement taxés, répartis dans 105 pays. Encore plus loin, en 1932, une enquête dans les livres de la Banque commerciale de Bâle y révèle l'existence de milliers de comptes anonymes et bien garnis. L'incident aboutira d'ailleurs au renforcement du secret bancaire en Suisse. Mais le plus célèbre fraudeur américain de l'histoire est Al Capone. Malgré tous les méfaits qui ont été attribués au parrain de la mafia, il a finalement été rattrapé par la justice et par Elliot Ness, un agent du Trésor américain qui a réussi à le faire condamner pour fraude fiscale. Mais malgré ces dizaines de scandales, rien n'a vraiment changé. Chaque nouvelle affaire amène les instances fiscales à réfléchir sur l'organisation d'un nouveau système qui nécessiterait une collaboration internationale afin d'être harmonisé. Or, un certain nombre de pays ne font pas vraiment preuve de bonne volonté et ce ne sont pas seulement les pays non coopératifs. En France, par exemple, l'expression « évasion fiscale » n'est toujours pas définie par le droit, même si l'Assemblée nationale reconnaît en elle la volonté de contourner la norme fiscale dans le but d'éluder l'impôt et qu'elle repose sur des mécanismes réguliers ou en apparence réguliers. Les scandales financiers fleurissent encore dans les médias et leur impact sur les populations confrontées à de nouvelles difficultés liées à la crise sanitaire est désastreux. L'évasion fiscale, qu'elle soit légale ou non, est perçue comme une injustice. Et tous ces capitaux rassemblés au sein des mêmes systèmes financiers privilégiés n'alimentent pas l'économie. Ainsi, l'OCDE a-t-il débuté sa lente croisade contre le fléau de l'évasion fiscale dès 2004. Ces standards ne sont que des recommandations, mais les idées sont intéressantes. Plus concrètement, l'OCDE encourage également l'adoption d'un taux plancher d'impôt sur les sociétés commun, ce qui limiterait la course à la baisse. Elle souhaite favoriser l'échange automatique d'informations entre les autorités fiscales de chaque pays en créant une sorte de cadastre international des entreprises. Elle propose également la création d'inspecteurs des impôts internationaux. 139 pays collaborent actuellement à lutter contre le BEPS pour Base Erosion and Profit Shifting, en français l'érosion de la base, sous-entendu l'assiette d'imposition par transfert de bénéfices. L'initiative est encourageante et rallie de nombreux suffrages. Le secret bancaire y est remis en cause depuis 2009 et les notions de paradis fiscal et pays non coopératifs y sont clairement définies. Des sanctions sont également évoquées.
L'OCDE met à jour 2 fois par an la liste de ces pays. Mais les recommandations de l'OCDE ne sont pas la seule arme dont disposent les États pour tenter de sauvegarder le patrimoine imposable de leurs contribuables. La loi du 26 juillet 2013 oblige par exemple les banques à déclarer toutes leurs activités dans les paradis fiscaux. L'Union européenne a aussi mis en place, en 2018, un système d'échange d'informations fiscales obligatoire entre les pays membres, des informations ensuite confiées à une intelligence artificielle chargée de détecter toute anomalie. Elle étudie depuis la même date une modification de la norme de calcul de l'assiette taxable, par exemple en tenant compte du bénéfice consolidé d'un groupe et non du bénéfice de sa seule filiale. Plus original, certains analystes proposent de mettre des systèmes de récompense en pourcentage des sommes récupérées pour les personnes qui dénoncent des fraudes. Étant donné la complexité des systèmes d'évasion fiscale et le grand nombre de personnes impliquées, et ce dans plusieurs pays, on peut s'attendre à ce que cette fraude organisée soit enrayée par une telle mesure qui encouragerait des lanceurs d'alerte attirés par le gain. Enfin, toujours en Europe, les sociétés du numérique sont dorénavant elles aussi dans le collimateur des instances fédérales. La Commission souhaite réformer le dispositif fiscal des pépites européennes de la tech ou de l'Internet en instaurant le prélèvement à la source. La Suisse a décidé de faire des efforts de transparence et applique depuis 2019 la directive Anti-Tax Avoidance, qui définit les situations d'abus comme celles que nous avons décrites tout à l'heure dans ses relations avec les autres pays, notamment les États-Unis. En France, toutes ces mesures sont reprises dans le projet de loi de finances 2021. Bref, ça ne rigole plus, le sujet est pris très au sérieux et la coopération entre États monte en puissance. Et apparemment, ça marche. La somme colossale de 6 500 milliards d'euros, qui dormait sur des comptes de 55 000 sociétés, trusts ou fondations, vient de faire son apparition dans le nouveau système d'échange européen d'informations fiscales. Encore une fois, c'est au Luxembourg que cela se passe, et pourtant 90% des titulaires de ces comptes ne sont pas luxembourgeois. 17 000 d'entre eux sont français, dont 35 des 50 plus grandes fortunes du pays. Les autorités se félicitent de ce coup de filet, mais les enquêtes ne font que débuter. La guerre contre l'évasion fiscale est déclarée et l'urgence est d'autant plus justifiée que l'argent manque terriblement dans les caisses des États. Le temps où les plus riches ne payaient pas d'impôts est terminé. Si vous souhaitez explorer un peu plus profondément les techniques et les ficelles utilisées pour contourner les normes et comprendre comment des sommes colossales qui devraient financer la croissance finissent concentrées dans un dé à coudre, plongez-vous dans La Grande Évasion de Xavier Harel ou Fraude fiscale et paradis fiscaux d'Éric Vernier. Si notre vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à cliquer sur j'aime et à la partager autour de vous. Enfin, n'oubliez pas que le meilleur moyen de soutenir notre chaîne, c'est de vous abonner pour encore plus d'actualités, d'avis et de comparatifs. Et pour être sûr de ne manquer aucune opportunité d'investissement, rejoignez-nous sur notre fil Telegram. C'était Money Radar, à très bientôt.